Qui est-ce qui pense que les opportunités sont parfois là où on ne pense pas qu'elles sont? Qui est-ce qui pense pas en fait qu'il y a des opportunités même là où on ne le soupçonne pas? Ok, encore une fois, c'est une salle différente, particulière. Est-ce que vous pouvez regarder sous vos chaises? Peut-être qu'il y a des gens qui ont quelque chose qu'on ne soupçonnait même pas en fait. Parfois, on ne regarde pas là où il faut. On est assis sur quelque chose, on ne le voit même pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert il y avait des choses? Ceux qui ont quelque chose, vous pouvez vous lever? C'était quoi? C'est quoi? Tu peux nous montrer? Hein? Adieu patron. Romain me demande est-ce que tu en as à vendre? Voilà, bien souvent on est assis sur des choses, même sur une pile de connaissances, on n'en a même pas conscience. Plus vous allez apprendre, plus vous allez lire, plus vous allez vous enrichir. Moi je lis tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que j'ai un mindset particulier. Vous devez lire. Et bien souvent, voilà, on est juste à côté d'une information, on ne la voit même pas. Les gars, vous étiez assis dessus. C'était à toi. Qui a récupéré un livre? Il y en a d'autres, il faut bien les chercher. Ouais, il y en a Ils sont d'autres. bien sous les chaises là. Des fois même si on le dit aux gens, ils ne le voient même pas. Là, il y a en a au une moins bonne 5. affaire là. Là-bas. Ils ne le voient même pas. Ok. Il y en a aussi là-bas en théorie. Je crois pas. Mais en fait, tu avais gagné tout à l'heure, mais tu as changé de place. Voilà. Il y a aussi des gens, c'est un peu ma faute, j'ai demandé aux gens de changer de place. Donc voilà. Romain qui va nous faire une session, tu peux venir, donc, il a lancé son livre hier, Adieu patron, rentier en 18 mois, promesse agressive. Merci. Merci. Il y a Ludo à la caméra qui va m'en vouloir parce que Romain est marseillais. Ah. C'est un pur produit du terroir marseillais. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans la salle? Un là-bas, 2, 3, Tu peux rappeler 4. l'histoire du match de... Non, c'est interdit. Donc voilà, Romain qui va envoyer désolé. du lourd. Il va envoyer du lourd, vraiment 18 mois, parti de rien, De encore que une dalle. fois. T'avais pas d'oncle millionnaire ou autre? Non, pas Voilà. du tout. Donc tu étais déjà en tête Numéro hier 1 ou- sur Amazon dans le classement immobilier et 15e sur tous les livres d'Amazon. Ça veut dire que... Yes, papa. Romain. Tu as Merci. de l'eau là, si tu veux. Tu peux te Ouais. servir. Ça va, merci. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a dépassé Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray aussi, c'était une surprise. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors bon, je ne suis pas venu ici évidemment pour vous parler de Michel Onfray ou de Jean-Luc Mélenchon, mais je suis ici parce que je suis rentier grâce à l'immobilier. Donc je m'appelle Romain Caillé, j'ai 30 ans et je suis de Marseille. Actuellement, j'ai 15 biens immobiliers pour 10 000 € de revenus par mois. Pourtant, j'ai grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. J'ai connu l'immobilier grâce à ma propre expulsion domiciliaire, donc on peut dire qu'il y a de meilleures conditions pour aborder l'immobilier, et je n'ai jamais eu un salaire supérieur à 1 500 €. Enfin si, en fin de carrière, j'ai dû avoir 1 650 € pendant quelques mois. Bon, c'est pas forcément fabuleux. Mais pourtant, aujourd'hui, je suis propriétaire d'une holding qui fait donc de la gestion foncière, qui détient aussi une société d'édition donc de livres business. Et comme vous le savez, je suis aussi auteur du livre donc Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Alors évidemment, je ne suis pas né rentier, ni propriétaire de holding, ou encore auteur de livre. Il y a plus ou moins 3 ans, j'étais ici, parmi vous, en train d'écouter des personnes qui m'expliquaient comment m'enrichir grâce à l'immobilier, comment devenir rentier. Alors c'était pas cette salle, mais je m'en souviens, j'étais plus ou moins sur le coin, là-bas, vers la gauche, et c'était assez impressionnant de voir des personnes qui étaient ici en train de présenter les investissements qu'ils ont pu faire. Et je voulais remercier Cédric, puisqu'il me donne une occasion assez formidable, puisque lui-même, il y a 3 ans, il avait, entre guillemets, galéré pour réunir 300 personnes dans une salle, et il me permet de vous parler aujourd'hui. Alors j'ai décidé d'essayer d'en donner le maximum à chacun d'entre vous, que vous soyez un débutant qui n'a pas du tout investi ou une personne qui est déjà rentière, qui a même peut-être une holding. Donc on va balayer assez large et on va parler de 4 points très précis. Le premier point, c'est le cheminement pour devenir rentier. Les 3 étapes fondamentales que tout rentier doit traverser et que je pense que vous allez tous traverser. Le deuxième point est ma méthode pour être rentier en toute sécurité. Je l'appelle la méthode des 3 tiers et des 3 aspects. On la détaillera plus tard.
Ensuite, on fera une étude de cas sur un lot de 16 garages à Marseille pour que vous puissiez voir qu'il est possible de faire beaucoup d'argent et pas mal de rente avec très peu d'investissement. Très important de le comprendre. Et dans un deuxième temps, on parlera de développement par le biais de holding et de SCI, mais une SCI un petit peu particulière, puisque c'est une SCI où je suis seul. La plupart des personnes pensent qu'il faut 2 associés pour faire une SCI. Et on verra en fait qu'il y a moyen de contourner ça, qui est totalement légal, et ça peut peut-être intéresser des personnes qui ici investissent seules. Voilà. Alors avant d'être propriétaire de holding, j'ai commencé par le commencement. Et la première étape, c'est celle d'y croire. Personne ne commencera un voyage s'il ne pense pas que sa destination est atteignable. Personne. Je pense que le dernier qui a fait ça, c'était Christophe Colomb. Ok, il a trouvé un continent inconnu, c'est très bien. Mais s'il est parti, s'il a pris le bateau, s'il est parti en mer, c'est parce qu'il y croyait. Mais quand je vous parle d'y croire, je vous demande d'y croire, je veux dire y croire au plus profond de vous-même. Pas penser que c'est uniquement accessible aux autres. Très souvent, dans les séminaires, dans les masterminds, j'entends des petites phrases du genre ouais, mais eux, tu comprends bien, ils avaient 2 salaires de cadre, c'est évident, c'était bien plus facile. Ou encore, elle n'a pas d'enfant. C'est évident qu'on peut rapidement réussir à l'immobilier si on a des situations aussi avantageuses, on va dire. Non, il faut penser que c'est possible pour soi, peu importe sa situation. Il faut le comprendre. Et je pense que la plupart des personnes qui ne l'ont pas comprise, c'est parce qu'elles n'ont pas eu encore leur déclic. Cet élément qui fait que vous allez passer au-dessus. Moi, à titre personnel, j'ai eu mon déclic quand pour la première fois j'ai eu des loyers. J'ai reçu de l'argent sans travailler. C'est quelque chose qui n'existait pas quand vous savez maintenant d'où je viens. J'ai commencé à avoir de l'argent sans travailler. Ensuite, j'ai eu un deuxième déclic. Et j'aimerais vous interroger à propos de ce déclic parce qu'il est très important et il est d'actualité. J'aimerais savoir s'il y a des personnes parmi vous qui pensent connaître la seule et unique raison qui permet aujourd'hui à tout un chacun de devenir rentier grâce à l'immobilier. La seule et unique raison. Là-bas, ça en fait partie et il faut affiner ça. Non, personne ? Ici, c'est par où ouais. moi je pense qu'avant tout il faut y aller, enfin faut agir parce que si on passe 10 ans à réfléchir, ça va pas t'aider à être entier. C'est pas la seule et unique raison. La liberté? Non plus, je sais pas d'où ça vient, mais par là. Bon. Non plus, ni l'état d'esprit, on va faire une dernière personne. L'envie? Bon, c'est pas ça du tout. Le crédit immobilier. La seule et unique raison Le crédit qui immobilier. permet à tout un chacun de devenir rentier aujourd'hui, ce sont les taux bas, extrêmement bas. Vous avez dû entendre très souvent à la télé, nous vivons une période historique, les taux sont extrêmement bas. Effectivement, la plupart des personnes ne se rendent pas compte à quel point on est chanceux de vivre en 2017 cette période-là, puisqu'on peut créer de l'argent à partir de rien, faire de la rente et devenir rentier. Et je voulais faire un petit focus sur l'évolution des taux, et très peu de personnes le savent. Mais en 1982, un investisseur, quand il prenait un crédit immobilier, il payait 18% d'intérêt. En 1990, c'était 9% d'intérêt. En l'an 2000, 5%. Ça a continué de descendre en 2010 en dessous de 4%. Et à partir de 2015, sous les 2,5%. Alors mon schéma s'arrête en janvier 2016. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont souscrit un crédit immobilier en 2016? Voilà, c'est investi là. On a plus ou moins la moitié de la salle. J'aimerais que les personnes qui pensent avoir eu les taux parmi les plus bas lèvent la main et me donnent le taux qu'ils ont obtenu. Là-bas. 1,6, ça commence à être bas. 1,25, qui dit mieux? 1. Non, mais TAEG, c'est comme le net et le brut. On va me donner un taux, ça suffira. Là-bas. 1%. Qui dit moins qu'1%? Monsieur? 0,92? Personne? Grace?
Non, il y a 0,92 pour l'instant. Donc 20 fois moins que des personnes qui pouvaient investir en 1982. Alors quelles sont les conséquences pour l'investisseur maintenant? Depuis 2 ans, et pour au moins 2 ans, nous sommes rentrés dans ce que j'appelle l'ère du cash flow positif, l'ère de la rente. Il n'a jamais été aussi facile de créer de la rente à partir de rien. Si vous empruntez 100 000 euros à la banque à 2%, que vous investissez ces mêmes 100 000 euros dans un bien immobilier à 10%, vous allez avoir 8% de rentabilité. Alors oui, vous allez avoir des impôts et des charges, peut-être que ces 8% vont descendre à 5%, mais vous avez créé un investissement à partir de rien qui vous génère de l'argent tous les mois. Ça me fait dire qu'aujourd'hui, tout un chacun peut devenir rentier en 18 mois s'il souhaite le faire. Et je vous y engage, puisque là, vous avez au moins 9 mois devant vous jusqu'à la fin de l'année. Les taux vont peut-être un petit peu monter, mais pas tant que ça. Donc il faut absolument, dès lundi, aller à la banque là, et savoir ce que vous pouvez. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Alors, rentier, rente, on en parle très souvent. Mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, et j'aimerais vous donner une petite définition. Donc le mot rentier désigne plutôt de manière péjorative, bon, on s'en serait douté, en général on n'aime pas trop les rentiers, une personne qui ne travaille pas et qui vit de son capital. Pour être rentier, il est nécessaire de disposer d'un capital dont les revenus fournissent une rente équivalente à un salaire. Alors je suis persuadé là, qu'il y a des personnes dans la salle qui se disent, parce que moi je faisais pareil, mais qu'est-ce qu'il a à me donner une définition du dictionnaire? Je suis bien capable d'ouvrir un dictionnaire. Je n'ai pas payé pour entendre une définition du dictionnaire. Si je me permets de vous dire ça, c'est que 80% des personnes que je rencontre et qui prétendent vouloir devenir rentiers n'orientent pas leurs investissements dans des investissements de rente. Très souvent, elles font des investissements patrimoniaux. Elles se trompent donc de chemin. Il faut penser revenu, 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 rente, 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 et uniquement ça. Donc ce mot rente, je vais le marteler, mais il faut absolument qu'il rentre dans votre esprit. C'est vraiment l'objectif. Il faut que la rente remplace votre salaire. Alors cette rente, elle a des caractéristiques très précises. Il y a des personnes qui n'ont pas commencé, et ce serait bien vraiment de se pencher un peu sur cette définition et de la garder pour orienter vos investissements afin de véritablement devenir rentier. Cette rente, elle doit être en nom propre, importante, au moins 5 000 euros net par mois qui tombent sur votre compte courant, passive, récurrente et diversifiée. Bon, je ne vais pas revenir sur les notions d'importance, passivité et diversification, mais sur les 2 notions les plus importantes, le fait que ce soit en nom propre et récurrent. Alors en nom propre, évidemment, ça veut dire que vous possédez les biens à titre personnel et pas dans le cadre d'une société, et que cet argent tombe sur votre compte courant. Ça tombe bien, on commence comme ça, et sûrement la plupart des personnes qui sont ici n'ont pas encore de société pour leurs biens. Mais on se pose la question de souvent savoir jusqu'à quand il faut garder des biens en nom propre, jusqu'à quand il faut investir. Et la réponse est très simple, vous pouvez la noter sur un papier. Il faut saturer la tranche marginale d'imposition de 30%. Dès que vous allez dépasser cette tranche marginale d'imposition, vous allez être tellement imposé qu'il sera difficile de faire de la rente. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que ces revenus doivent être récurrents, tomber chaque mois et de manière infinie sur votre compte courant. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Un bon paquet. Est-ce que parmi ces entrepreneurs, il y a des personnes qui ont du mal à obtenir des crédits bancaires? Un peu, pour se financer en immobilier. Alors beaucoup moins. Moi, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'expliquent qu'ils ont des difficultés à obtenir des crédits bancaires. Et la raison est que leur revenu n'est pas récurrent et n'est pas infini. La banque estime qu'il y a un risque. Les revenus ne vont pas tomber à l'infini, contrairement au CDI, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette récurrence. Ça vous permettra de vous mettre à l'abri définitivement et de rester finançable par les banques. C'est extrêmement important. Puis il y a une troisième étape, une fois qu'on a compris qu'il faut y croire, qu'on connaît les mécanismes, c'est celle de s'engager. Et elle est vraiment fondamentale. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui définissent des objectifs pour réussir leur but? Ah, pas plus de la moitié de la salle. Je pensais que ça allait être plutôt 70-80%. Et parmi ces personnes qui définissent des objectifs, est-ce que vous les réussissez systématiquement ou quasi systématiquement? Beaucoup moins. Alors pourquoi ça ne marche pas les objectifs? La plupart du temps, les objectifs sont très très mal définis. Ils ne correspondent
pas à vos véritables envies. La plupart des objectifs sont en fait des copier-coller de ce qu'on peut voir d'un blogueur célèbre, d'un youtubeur célèbre, et d'un coup on veut obtenir sa vie et on ne pense pas forcément à quelle vie on veut obtenir. C'est la première chose qui fait que très souvent ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas réussir un objectif si ce n'est pas fondamentalement le vôtre. Nous tous, on est arrivés ici parce qu'on a regardé des vidéos sur YouTube et c'est ça qui nous permet de progresser. Et il faut maintenant absolument penser à vos objectifs et définir vos objectifs, pas copier-coller ceux de quelqu'un d'autre. C'est vraiment très important. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose qui fait que très souvent ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas de plan d'action vraiment concret qui est mis en place. Alors quand je vous parle de plan d'action, je ne vous demande pas de millimétrer votre existence au jour le jour, ça non plus, ça ne marche pas. Mais au minimum, de définir les grandes lignes de ce que vous devez faire, quand, comment, avec quels moyens et à quelle date ça doit finir. C'est vraiment très important. Et malheureusement, il y a un troisième point qui finit en général de foutre en l'air tous les très bons objectifs, c'est que ces objectifs, très souvent, ne sont pas bien intégrés à notre quotidien. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un petit ange qui nous rappelle, quand on s'écarte du droit chemin, « Non, je suis désolé, c'est pas en prenant un crédit pour ta voiture que tu vas pouvoir devenir rentier. » Mais malheureusement, ça n'existe pas. Et quand j'ai intégré mon premier mastermind en février 2014, comme tout le monde, j'avais défini donc mes objectifs, mon plan d'action. Et j'ai trouvé une méthode qui permet d'avoir cet ange gardien. Alors elle a marché pour moi, peut-être qu'elle marchera pour certains d'entre vous. C'est assez simple, et j'aurais besoin qu'on puisse filmer mon téléphone portable. J'avais en fait créé un compte à rebours. Hop là, est-ce que ça marche correctement? Voilà. J'avais un compte à rebours, en fait, j'ai trouvé une application qui s'appelle tout simplement compte à rebours. Et là, il y a 301 jours qui restent. Et il se passe quelque chose d'assez génial, en fait, c'est qu'on voit le temps passer. D'habitude, on ne voit pas le temps passer, on ne le sent pas passer. Par contre, quand on regarde un compte à rebours, on voit les secondes descendre et on prend conscience du temps qui passe. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Pouvoir trouver un moyen qui permet de réussir ses objectifs. Et il s'est passé quelque chose, je ne m'y attendais pas, c'est qu'à chaque fois que je sortais mon téléphone portable, il y avait quelqu'un, ça m'est arrivé encore hier, il y avait quelqu'un qui me disait « mais c'est quoi ce compte à rebours ?» Et je devais expliquer que j'allais devenir rentier dans 2 ans. Après, m'être engagé envers moi-même, je me retrouvais engagé envers d'autres personnes et une multitude de personnes. Et je suis persuadé que ces points-là permettent réellement d'atteindre ces objectifs. Mon objectif était de devenir rentier, vous en avez peut-être d'autres. Il y a des personnes qui veulent devenir rentiers ici? Ah, ça va, ça me rassure. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a 3 étapes. Y croire pour commencer et continuer le cheminement malgré les obstacles, parce que la vie va vous mettre des gifles, c'est normal. Et il y a des moments où on n'arrive pas à continuer. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre pour utiliser les bons outils et créer le plan d'action adapté et finir s'engager à fond pour réaliser cet objectif et vraiment aboutir à un mode de vie qui permet de réussir. Alors je pense qu'il y a des personnes qui ne s'attendaient pas forcément à ce que j'aborde le sujet de cette manière-là, mais c'est vraiment nécessaire, parce que pour être rentier, on ne tire pas la machine en fait. L'argent, boum, c'est pas le bandit manchot, on tire et ça tombe. Non, il faut vraiment avoir un état d'esprit et ça commence par là. Les personnes qui aujourd'hui n'ont pas commencé, si elles s'inspirent de ça, elles vont commencer avec un avantage très important. Puis on va passer à la deuxième partie de mon exposé. Alors là, ça va commencer à chauffer. J'aimerais vraiment que tout le monde me donne le maximum d'attention. Il s'agit de ma méthode d'investissement, donc pour être rentier en toute sécurité. Donc la méthode des 3 tiers et des 3 aspects, comme j'ai pu le dire. Investir dans 1 tiers de stationnement, 1 tiers dans le domaine de la location de courte durée et 1 tiers dans le domaine de la colocation et la location meublée. Alors pourquoi des investissements dans différents domaines et sous forme de tiers, et pourquoi ces domaines-là? La première chose qui est importante à comprendre, c'est que ces domaines sont accessibles à tous. C'est plutôt simple, en suivant la formation correctement, tout le monde peut investir dans le stationnement, dans la location meublée ou dans la location de courte durée. En plus de ça, il y a des rendements qui sont très élevés, supérieurs à 10%. À titre personnel, j'ai des locations de courte durée qui vont jusqu'à 25%. Je connais d'autres personnes ici, c'est le cas. Donc il y a des rendements qui sont vraiment très élevés.
Et en plus de ça, il y a une indépendance très importante entre ces différents domaines. Donc vous avez 3 tiers, 3 domaines, et chaque domaine est subdivisé en différents aspects. Il y a une indépendance au niveau de l'évolution du marché immobilier, une indépendance au niveau de l'aspect juridique et réglementaire, et une indépendance au niveau de l'aspect fiscal. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui investissent en bourse ici. 1, 2, 3... Ah bah oui, Cédric, il faut lever la main quand même. Ah bon, Cédric le sait. Il y a des méthodes d'investissement qui vous demandent d'investir 25% dans l'or, 25% dans les trackers, 25% dans les obligations et 25% dans les actions en haut rendement. Pourquoi? Parce qu'en bourse, il y a des retournements de marché, des fois qui sont très importants. Et imaginons qu'il y a un crack au niveau des actions, il y a de fortes chances que l'or augmente. Donc vous avez en fait un patrimoine qui est stabilisé car il y a une diversification. Là, c'est la même chose, c'est inspiré de cette méthode-là. La diversification du risque. Donc, j'aimerais faire un point sur les différents aspects. Donc, l'évolution du marché immobilier. Le stationnement, c'est régi par le nombre de voitures qui sont en circulation dans votre zone et le nombre de places de stationnement disponibles. C'est un marché qui est stable et où il y a une concurrence très faible. On y reviendra après, je vais vous présenter ce marché en détail, mais c'est un marché qui est très sûr et que j'adore énormément. Le marché de la location de la courte durée, lui, est régi par le nombre de voyageurs dans votre localité. C'est un nombre qui est fluctuant. Il y a des moments où vous avez des pics, d'autres fois beaucoup moins, puis des fois vous ne comprenez pas pourquoi, ça loue un petit peu moins. Et le niveau de concurrence, actuellement, il y a de plus en plus d'appartements qui s'ouvrent. Ça, il faut le savoir, mais je pense que vous le savez. Et ça entraîne en général un tassement des prix, même s'il y a des stratégies pour louer plus. Et c'est ce qu'on souhaite vous apprendre ici, évidemment. La location et la colocation meublée, elle, est régie par le nombre d'habitants provisoires. Donc, c'est des gens qui viennent dans une zone précise pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, ils ne cherchent pas un appartement, mais ils cherchent un lieu où il y a des meubles pour pouvoir habiter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et repartir, tout simplement. Ils ne veulent pas s'installer. Ils viennent chercher un service. Donc vous avez 3 marchés qui évoluent différemment. Imaginons, malheureusement, c'est déjà arrivé qu'il devait y avoir un attentat majeur dans la ville dans laquelle vous investissez. Peut-être que la location de courte durée va chuter brutalement. Mais puisque vous avez investi dans différents domaines, vous n'êtes pas concerné par ce risque, ou en tout cas pas en totalité. C'est très important de le comprendre. Le deuxième aspect est l'aspect juridique et réglementaire, très souvent méconnu par les investisseurs qui débutent. Et pourtant, c'est important parce que du jour au lendemain, les lois peuvent changer et peut-être que votre activité deviendra illégale ou sera encore plus réglementée et vous pouvez être embêté. Dans le stationnement, les règles sont très souples et inchangées depuis des années et des années. C'est un domaine très sûr. Moi, j'en fais la base, en fait, de mes investissements. Je sais que ça ne bougera pas. Ce n'est pas de l'habitation. Il y a très peu de règles. On y reviendra après. Dans la location de courte durée, il y a des règles locales et des règles nationales. Ces règles se durcissent actuellement. On fait un petit peu la guerre à la location de courte durée. À Marseille, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 5 appartements par personne. Alors, il y a des moyens de contourner ça si vous faites une société, mais il y a des règles qui se durcissent. Qu'est-ce que ça entraîne pour un investisseur, et surtout pour des petits investisseurs comme nous? C'est de l'incertitude. Vous avez le besoin de vous adapter en permanence face aux changements juridiques et réglementaires. En ce qui concerne la location meublée et la colocation, dernièrement, les règles ont été fortement durcies avec la loi ADUR, mais elles sont plutôt stables maintenant, même si elles sont... Il y a une réglementation qui est très importante. Mais vous voyez, de la même manière que si les règles changent dans un domaine, ça n'impactera pas l'autre domaine. Et l'aspect fiscal, alors ça c'est mon préféré, même si en général ça fait chiquer les gens. Vous avez la possibilité de jouer sur 3 marchés différents. Vous pouvez par exemple décider dans le stationnement d'être au régime réel, mais décider en location meublée de courte durée d'être au régime micro et de la même manière, par exemple, de décider d'être au régime réel en colocation-location. Si vous avez tout investi dans la colocation, vous n'aurez pas cette souplesse. Vous allez être très concentré. Si les règles demain changent dans la colocation, vous serez le premier embêté parce que d'un coup, votre source de revenus va se tarir. Alors, en ce qui concerne l'aspect fiscal pour le stationnement,
c'est le régime foncier. Tout le monde sait que c'est assez défavorable, mais finalement, c'est stable. Ça fait des années que ça n'a pas été modifié, c'est plutôt stable, et a priori, ça ne devrait pas plus bouger que ça. La location meublée de courte durée, à titre personnel, j'ai choisi de faire du microbic LMNP avec un classement en meublé de tourisme. Pourquoi? Je vous ai expliqué que mon objectif était de devenir rentier. Ça, c'est ma rente, entre autres. Je fais du micro, donc je perçois de l'argent directement sur mes comptes courants. Et j'ai un abattement donc, de 71% sur les loyers, donc c'est quand même très important. Et en 2018, il y aura un abattement de 83% sur le calcul du RSI. Donc c'est vraiment extrêmement avantageux. J'avais fait le petit calcul. Le régime microbic en LMNP peut aller jusqu'à 82 000 € par an. Si vous avez un salarié qui gagne 82 000 € par an, il va payer plus de 10 000 € d'impôts. Et ça, si vous le faites, vous allez vous payer comme investisseur 3 000 € d'impôts par an. Donc on voit que le travail ne paye pas toujours. Il y a des niches qu'il faut savoir utiliser pour gagner le plus d'argent possible. Donc vous avez ces différents domaines-là qui vous donnent, en tout cas pour moi, un véritable navire de guerre qui va vous protéger contre les changements, qui va vous permettre d'être en totale sécurité. Alors je l'ai dit souvent, le stationnement est l'une de mes bases en investissement et j'aimerais vous donner aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur le stationnement, de manière à ce que dès lundi, l'intégralité de la salle soit en capacité de choisir des boxes de garage, de gagner de l'argent avec et de les louer en permanence. Alors, déjà, pourquoi le stationnement? J'espère que ça va vous convaincre d'investir là-dedans. Déjà, 80%, même 95% pardon, des investisseurs ne s'intéressent pas au domaine du stationnement, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Alors, je pense que les gens ne s'intéressent pas au stationnement pour des questions d'ego, en fait. Ils préfèrent avoir des appartements, parce que les appartements, ça brille, ou même des immeubles. Mais si vous avez un plateau de garage, vous allez voir que ça va rapporter autant d'argent, voire beaucoup plus. Donc vous devez investir en laissant votre ego de côté. C'est très important, Etienne le disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'avoir un propre coup de cœur pour son appartement. Le but, c'est de faire de la rente avec. C'est des investissements qui sont 100% passifs. Il n'y a rien à faire, ça peut être une base patrimoniale très sûre. Le rendement est élevé, souvent au-dessus de 10%, et le risque est dilué par le nombre de locataires. Imaginons, à Marseille, vous investissez 100 000 € dans des boxes de garage, vous allez avoir entre 7 et 10 boxes de garage. À Lyon, si vous mettez 100 000 € dans des boxes de garage, vous allez avoir 5, 6, peut-être 7 boxes de garage. À Paris, 3, 4, 5 boxes de garage si vous investissez correctement. Par contre, si vous mettez ces mêmes 100 000 € dans des appartements, à Marseille, si vous êtes très doué, vous allez avoir 2 appartements, si vous êtes vraiment doué. À Lyon, vous allez avoir un appartement. Et à Paris, pour 100 000 €, vous allez avoir, je sais pas, une chambre bonne ou un petit bout de la cage d'escalier, mais pas vraiment quelque chose de fameux. Donc ce qu'on voit, c'est que pour la même somme investie, vous avez plus de locataires, donc un risque qui est dilué. Ça, c'est très important de le comprendre. Il est statistiquement impossible que vos 10 locataires, par exemple, si vous investissez à Marseille, s'arrêtent de payer d'un coup. Par contre, si vous avez 1 ou 2 appartements, vous perdez 50 ou 100% des loyers instantanément. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. En plus de ça, vous avez un cadre législatif qui est très avantageux. Le secteur du stationnement, ce n'est pas de l'habitation. C'est pour cette raison, en fait, que les règles sont si souples. Vous pouvez fixer le loyer que vous voulez. Vous pouvez demander le montant de caution que vous voulez. Si vous prenez l'idée de demander 1 an de caution, c'est tout à fait possible. Vous pouvez donner la durée de préavis que vous souhaitez. Pareil, si vous souhaitez que votre locataire vous prévienne 3 mois avant, vous avez le droit. Mais si vous souhaitez que vous-même, vous n'ayez l'obligation de le prévenir qu'1 mois à l'avance, c'est aussi possible. Il n'y a pas besoin que ce soit symétrique. Donc il y a un cadre législatif qui est très avantageux. Vous avez des impayés qui sont très faibles. Si jamais quelqu'un ne paye pas son box de garage, la plupart du temps, quelle va être son attitude? Il va prendre sa voiture, il va la mettre dehors. Il est évident qu'une famille ne va pas se mettre à la rue, et encore heureux, on l'espère. Donc vous avez très peu d'impayés, pas de travaux d'entretien. C'est vraiment important de le comprendre aussi, et la plupart des gens le comprennent qu'à moitié. Souvent, les gens se disent « c'est super, j'ai rien à faire ». Mais surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir un gain d'argent. Si vous avez 1 000 € par mois qui tombent
avec des box de garage, vous allez avoir donc 1 000 € de trésorerie chaque mois. Vous avez une courbe qui est linéaire. Chaque mois, 1 000 € s'ajoutent à votre trésorerie. Si vous avez des appartements, vous allez avoir les mêmes 1 000 € qui vont s'ajouter chaque mois, mais régulièrement, vous allez avoir des frais. Un chauffe-eau qui pète, quelque chose. Au bout de 10 ans, vous allez estimer qu'il faut faire un coût général dans l'appartement. Et de ce fait, au fur et à mesure des années, la rentabilité qui initialement était la même va être de plus en plus faible pour les appartements par rapport aux box de garage. Et pour finir, il y a une petite cerise, on va dire, sur le gâteau. C'est une niche fiscale qui n'a pas encore été rabotée. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. C'est la niche fiscale des cessions de moins de 15 000 €. Imaginons que vous achetez un box 10 000 €, vous le vendez 15 000 €, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. Donc c'est quand même très important. Et si vous achetez un lot de 10 garages et qu'au fur et à mesure du temps, vous vendez vos garages comme ça, pareil, vous allez économiser 35% d'impôt sur la plus-value. Donc vous avez encore des gains qui sont importants. Donc j'espère que ces différents points vous permettent de comprendre qu'il est indispensable d'avoir du stationnement dans vos investissements pour diversifier le risque. Alors maintenant, on va se pencher sur la question qu'on me pose souvent, comment choisir des box de garage? À titre personnel, je ne suis pas partisan des règles très compliquées et j'aime donner des règles très simples qui permettent à tout le monde de choisir facilement. La première chose, il faut une zone où l'offre de stationnement est beaucoup plus faible que le nombre d'automobilistes. Typiquement, le genre de zone où les habitants, quand ils rentrent chez eux le soir, se disent « il va me falloir encore 15 minutes pour trouver une place ». Le jour où vous entendez ça, vous savez que vous pouvez investir dans la zone et vous êtes certain d'avoir toujours vos garages loués. Alors, où on trouve ce genre de zone? En général, dans les vieux quartiers. Les quartiers qui ont été construits en 1900, 1950, à cette époque-là, on ne construisait pas de box de garage. Ce qui fait que les nouveaux appartements qui ont été faits avec quelques box de garage, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc ça, si vous repérez là, dès lundi, vous prenez un plan de votre ville et vous regardez un petit peu les endroits où il y a des vieux quartiers, vous allez normalement repérer assez rapidement un endroit où vous louerez toujours vos garages. Si vous rajoutez une petite dose d'incivilité, à Marseille, nous, c'est toute la ville, donc au moins c'est pratique, vous savez que vous pouvez investir un peu où vous voulez. Mais bon, un peu de stationnement anarchique, voilà, genre quand on rentre sans véhicule, étant donné que tous les véhicules sont très mal garés, on l'abîme. Vous êtes sûr et certain de louer. Il n'y a pas besoin de connaître plus de points que ça pour choisir la zone. Il faut vraiment démystifier les notions à connaître pour pouvoir investir. Ensuite de ça, il faut savoir quelle box vous devez acheter. Et c'est très très simple. Il faut un box qui est ni trop grand, ni trop petit. Alors ça veut dire quoi? Il faut que 80% des véhicules en circulation puissent rentrer dans votre box. Vous n'avez pas d'intérêt à acheter un box qui est trop grand pour faire rentrer un SUV parce que ce box il va vous coûter très cher et les SUV c'est 1% du marché automobile. Donc vous devez appliquer la loi de Pareto, on le dit toujours mais c'est étonnant de voir à quel point elle marche. Vous prenez des box qui permettent de faire rentrer 80% des véhicules. En général, ça donne quoi? Un box qui fait 5 mètres de profondeur, 2,30 m de large et avec une porte d'une hauteur de 1,90 m. Vous savez ça, déjà, vous êtes en capacité de regarder sur Le Bon Coin comment trouver des box de garage. Il faut rajouter 2 petits points. Pas d'ascenseur dans les parties communes, ça coûte très cher. Et plus les box de garage sont bas, moins ils ont de valeur. Donc si on vous propose un box au rez-de-chaussée à 10 000 € et un box au moins 1 à 10 000 €, vous savez qu'il y a un souci. Alors, je vais maintenant vous exposer une étude de cas. Donc, les critères que j'ai utilisés pour mon dernier investissement. Donc, ces critères, vous pouvez pareil les appliquer à vous-même et ils sont valables dans la plupart des grandes villes. Alors, peut-être que ça ne marchera pas dans les milieux ruraux parce que c'est assez facile de stationner, mais dans les grandes villes, ça marche très facilement. Il vous faut un rendement qui est supérieur à 12%. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous investissez 10 000 €, vous devez avoir 100 € de loyer. Pourquoi penser comme ça? Parce que ça vous permet, quand vous regardez sur Le Bon Coin, de savoir très rapidement si vous devez acheter ou pas. 10 000, 100 € de loyer. Point. Pas besoin de sortir la calculette, vous allez perdre trop de temps. La plupart des gens qui débutent sortent la calculette sur Le Bon Coin, elles passent des heures et elles n'investissent jamais. Avec ça, vous pourrez couvrir l'emprunt, toutes les charges et générer de la rente. En plus de ça, il faut faire une plus-value latente d'au moins 30% dès l'achat.
Alors une plus-value latente, c'est quoi? C'est une plus-value qui n'a pas été réalisée. Ça veut dire que si vous repérez un lot de garage qui vaut 130 000 €, il faut trouver un moyen de pouvoir l'acquérir à 100 000 €. De cette manière, vous êtes certain déjà, quand vous allez revendre, de faire une plus-value. Mais si jamais vous êtes dans l'obligation de revendre demain, vous n'allez pas perdre d'argent. Il y a des personnes ici qui ont pu me dire moi j'ai acheté quelque chose un peu trop cher et j'ai dû le revendre très rapidement et j'ai perdu de l'argent. C'est à l'achat qu'on fait la plus-value. Je pense que vous l'avez déjà entendu. C'est parce que cette plus-value, elle est latente, elle n'est pas encore réalisée. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très très important. Ensuite, j'avais décidé de prendre des box vides ou avec des baux d'une année. Pourquoi? Ça me permet de réévaluer très rapidement les loyers. La plupart des propriétaires de garages ne connaissent pas en fait la valeur locative de leur box et très souvent ils les louent 10, 20, des fois 30% de moins que le marché. Donc vous, quand vous allez acheter, il y aura des box vides, il y aura aussi des box louées. Il faut pouvoir rapidement changer de locataire, même si je n'aime pas cette expression, et pouvoir augmenter le loyer. Ça vous permettra d'avoir des rentes qui sont importantes. Et pour finir, à titre personnel, j'avais décidé de prendre un lot de 10 box au moins, déjà pour minimiser les efforts. Ça prend moins de temps et d'énergie d'acheter 10 box d'un coup que 3 box d'un côté, puis 3 box par là, et ainsi de suite pour arriver à 10. Et surtout, ça permet de minimiser les frais de notaire. Je vais vous donner un exemple, il est très simple, il faut le retenir. Si vous achetez pour 10 000 € de box, vous allez payer 20% de frais de notaire. Si vous achetez pour 100 000 € de box, vous allez payer 10% de frais de notaire. Donc vous en payerez bien moins. C'est valable pour tous les achats immobiliers, ce n'est pas que pour les box évidemment. Donc il faut acheter au-dessus de 70 000 € pour minimiser la proportion des frais de notaire que vous allez avoir à payer. Alors au final, j'ai trouvé un lot de 16 garages à Marseille, donc pas loin de la gare Saint-Charles. 8 garages qui sont au rez-de-chaussée, 8 garages qui sont au premier sous-sol. C'est des emplacements qui sont premium. Le rez-de-chaussée, c'est très recherché par des artisans qui vont venir avec leurs camionnettes, décharger très rapidement leurs marchandises et repartir. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir ça, des fois 10%, 20% de plus. Donc c'est premium. Et le premier sous-sol, c'est parfait pour les habitants. En général, ça n'embête pas les habitants de devoir descendre un seul sous-sol pour pouvoir se garer. Dans cette résidence, les box valent en moyenne 12 000 €, ce qui me fait pour 16 box 192 000 pour 1 600 € de loyer. Ce qui nous fait, en empruntant sur 25 ans, 800 € de mensualité pour 1 600 € de loyer. Donc on voit déjà qu'il y a un beau ratio quand même. On passe du simple au double. Mais ces box, je ne les ai pas eu à 12 000 €, je les ai eu à 6 500 €. 46% en dessous du prix du marché. C'est tout à fait possible de faire ça. Merci. Merci. 46% en dessous du prix du marché. Ça fait 18% de rentabilité. Un cash flow brut de 1 103 €. Donc pour une mensualité de 497 €, le prix d'une place ici en fait, vous avez 1 600 € de loyer. Ce qui fait pour la société, puisque ça je l'achète dans une SCI et on en parlera un peu après, 665 € de cash flow net, une fois l'impôt sur les sociétés déduit. En plus de ça, il y a 400 € d'amortissement, parce que vous savez que si vous avez une mensualité à payer de 497 €, vous allez avoir environ 97 € d'intérêt et 400 € de remboursement par amortissement. Du coup, ça nous fait un enrichissement de près de 13 000 € par an pour une somme totale de 113 000 € investis. Alors pourquoi je vous parle de ces chiffres? Pas pour dire oui, je fais un bon coup, c'est super, j'ai acheté quelque chose qui rapporte de l'argent. Mais vraiment pour que vous compreniez qu'il est possible avec des montants très faibles. Finalement, 100 000 €, c'est une somme que la plupart des salariés peuvent investir. Avec des montants très faibles, il est possible d'obtenir de l'immobilier qui rapporte énormément d'argent et devenir rentier, notamment en 18 mois. C'est une des méthodes qui permet vraiment rapidement de quitter la rat race, de faire de l'argent tous les mois. Très important. Alors maintenant, j'ai pu... Hop là, on va revenir un peu en arrière. J'ai pu le dire tout à l'heure, j'investis par le biais d'une SCI. J'aimerais maintenant vous détailler les mécanismes de holding et la fameuse SCI tout seul, comme j'appelle ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent précisément ce qu'est une holding, qui pourraient l'expliquer assez simplement?
Non, personne. Florent? Moi, je sais que tu sais, tu en as une. Personne? Bon. La première fois que j'ai entendu parler de holding, effectivement, ça m'a fait un peu bizarre. Mais il faut aussi démystifier tout ça. C'est très, très simple. Qu'est-ce que c'est une holding? C'est une société qui détient au moins 5% d'une autre société. Une société qui est propriétaire d'au moins 5% d'une autre société. C'est tout. C'est ça, une holding, et rien d'autre. Une société mère qui est propriétaire d'au moins 5% d'une société, en l'occurrence là, une société foncière. Donc la holding est la société mère et la fille, la société foncière, et donc la société fille ou la filiale. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que si vous donnez des dividendes depuis la société fille vers la société mère, vous n'allez presque pas payer d'impôts, quelques pourcents. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour les entrepreneurs. Apparemment, ici, il y a pas mal d'entrepreneurs. Quand vous faites du résultat, après, vous allez devoir vous payer. Et quand vous allez vous payer, vous allez donner la moitié au RSI, et ça va vous coûter très cher. Alors que là, si vous avez un système de holding, vous pouvez donner un dividende vers la société mère, et grâce à cette société mère, réinvestir après dans une SCI ou une autre société. Du coup, vous allez économiser au moins 30-40% sur ce que vous seriez versé en salaire ou en dividende. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre pour les personnes qui sont entrepreneurs, parce que ça vous permettra, ce sera un outil qui vous permettra de quitter la rat race rapidement. Alors les holdings, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire sûrement une journée. Je souhaite évoquer seulement les points qui sont les plus importants. C'était ces 2 points-là. Et en ce qui concerne la SCI, hop là, j'allais vous dévoiler la fin avant. La plupart des personnes pensent qu'il n'est pas possible, en tout cas savent qu'il faut avoir 2 associés pour une SCI. Très bien. Alors je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi pour mettre en place ce montage. Je suis une personne physique. Okay. Romain Caillé, personne physique. J'ai la capacité de créer une société qui sera, elle, une personne morale. Par exemple, une SASU, c'est une société avec un seul associé dedans. Si moi-même, personne physique, je m'associe avec ma propre société, nous sommes en mesure de créer une SCI. La SASU détient 99% de la SCI et moi, à titre personnel, je détiens 1% de la SCI. Je suis donc la seule personne qui peut gérer cette SCI. Il n'est pas nécessaire de faire appel au beau-frère ou je ne sais qui et de faire rentrer une personne qui n'est pas forcément désirée dans la SCI. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs enfants et après ils se retrouvent avec un juge qui vient décider à leur place. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très très peu évoqué et j'espère qu'il vous sera utile. Il est utile quand on souhaite investir tout seul et c'est ce que j'ai fait. Alors j'espère qu'en balayant ces 4 points, vous avez pu avoir vraiment des informations qui permettent à tout un chacun de progresser. Alors on a fait une petite distribution de livres, il n'y en avait que 5, on devait en avoir plus mais ça n'a pas été le cas. Alors j'aimerais pouvoir vous donner un cadeau à tout le monde, vraiment, et c'est un cadeau gratuit, il n'y a rien d'autre derrière. C'est vous donner la possibilité d'intégrer mon groupe secret Facebook Adieu Patron. L'objectif de ce groupe est de réunir la plus grosse communauté de France de personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Alors c'est très simple pour l'intégrer et ce sera gratuit pour vous, normalement il faut acheter le livre. Vous rendez sur mon site romaincaillé.fr. En haut, vous allez voir une bannière blanche et bleue. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire en écrivant votre prénom et accolé ImoLive 2017 et je vous inscrirai après sur le groupe. Par contre, pour qu'il n'y ait pas des petits malins qui fassent passer ça à toute leur famille, il faut le faire dans la journée, avant 17h. C'est très important. Seules les personnes ici doivent pouvoir intégrer le groupe. Voilà. Donc j'espère que ça vous permettra de continuer à progresser. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Je sais pas si alors, je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps, éventuellement, s'il y a des questions, besoin... Ouais, 10 minutes, 5-10 minutes pour faire des questions? D'accord, très bien.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des éclaircissements ou des questions? Par ici. De rien. Oui. Alors, à titre personnel, j'investis pas dans les places libres parce que tu vas te couper d'une partie du marché. Les artisans qui font que du stockage notamment, ou les personnes qui veulent mettre des meubles. Donc tu perds une partie du marché. Au niveau rentabilité, tu vas plus ou moins être pareil, mais voilà, tu as une possibilité de ne pas toucher certains clients. Et puis après, je pense qu'il y a un côté investisseur immobilier. Je pense que j'aime avoir quelque chose de concret et peut-être que d'acheter un petit coup de peinture sur le sol, ça ne me convient pas. Mais voilà, tu perds une partie du marché. Par ici. Oui, j'avais une question. Au début de ta présentation, tu dis qu'il faut trouver le nombre de voyageurs dans la localité où on habite, le nombre d'habitants provisoires, par exemple. Comment tu fais pour trouver ces chiffres dans ta localité? Alors, effectivement, moi, à titre personnel, j'ai jamais eu à faire cette recherche. Je le sais, entre guillemets, par empirisme. Il y a des chiffres globaux. On sait qu'à Marseille, il y a 6 millions de voyageurs. On sait que ça marche. Et je l'ai découvert au fur et à mesure. Après, tu peux aller dans les offices de tourisme. Ils sont censés avoir des chiffres fiables avec le nombre de personnes qui passent à l'année et même le nombre de personnes qui passent par mois. Ils ont même normalement des chiffres beaucoup plus détaillés qui peuvent te dire dans quel quartier tu vas les trouver. Mais après, c'est simple. Il y a une méthode beaucoup plus efficace que ça. Tu vas sur Airbnb, tu vas sur Booking, tu regardes où les appartements sont concentrés. C'est simple. L'empirisme, ça marche toujours. Si les autres le font à cet endroit-là, c'est que ça marche. Merci beaucoup. Ouais. Là-bas. Salut Romain. Salut. Moi je voulais savoir en fait, parce que j'avais regardé un moment pour faire des parkings, j'avais un problème au niveau de la prospection, c'est-à-dire que j'avais du mal à trouver des plateaux de parking à la vente, c'est souvent des places individuelles, tu t'y prends comment? C'est très rare, c'est vrai. Ce qu'il faut en fait pour trouver des lots de garage, vous avez deux types de personnes qui vendent des lots de garage. Soit un investisseur qui se débarrasse. Le problème avec les investisseurs qui se débarrassent, c'est qu'en général, ils connaissent les prix et ils ne vont pas forcément brader, sauf s'ils sont vraiment le couteau sous la gorge. Donc ça, c'est la première méthode. Tu peux trouver comme ça sur Internet simplement. Sinon, c'est les promoteurs. Moi, j'ai acheté notamment ce qu'on appelle une queue de programme. Donc quand un promoteur va te construire un énorme building où il y a 200 logements et qu'en dessous, il y a 200 parkings et il lui reste seulement 10 parkings à vendre, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est finir sa promotion. Il va les vendre, ces 10 box, et il est prêt à les vendre moins cher. Donc il faut te mettre dans l'état d'esprit du vendeur. Et ce promoteur, pour lui, ces quelques box, c'est comme un caillou dans sa chaussure. Et toi, tu viens d'en débarrasser. Et c'est vraiment ça que tu vas lui dire. J'ai bien compris que vous êtes en train de finir votre programme, vous avez envie de finir rapidement. Je vais vous permettre de le faire. Je vous achète ça à moins de 30%. Donc tu guettes les promotions immobilières les promotions et tu les appelles de toi-même en fait, t'attends pas que... Voilà. Après, effectivement, c'est plutôt rare qu'il y ait des lots. Il faut que tu te configures des alertes sur le bon coin avec des montants. Ok, merci. Ouais. Romain? Oui, par là, après je ferai par là. C'est vrai que j'ai pas trop regardé de ce côté, désolé. Là, Romain. Christian. Je voulais savoir comment tu as fait pour te faire financer par les banques, sachant que moi perso j'en ai 3. Là, ça devient très très compliqué pour que les banques acceptent de toujours financer. Ouais. Bon, la première chose qui est simple, c'est que j'ai demandé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, il faut aller voir sa banque et savoir ce qu'on peut faire. Mais la plupart des personnes font une erreur qui est fondamentale. Elles vont voir la banque sans compromis en main. Elles disent à son banquier, mais combien vous pensez que vous allez pouvoir me prêter? Il va donner une certaine somme. Mais tant qu'il n'y a pas de compromis signé, il n'y a pas d'engagement de la part du banquier parce que tu ne peux pas partir ailleurs. Donc ça, c'est la première chose, demander une fois que tu as ton compromis. Après, à titre personnel, et je l'explique notamment dans le livre, il y a des méthodes qui sont simples dans un premier temps, c'est d'avoir des finances personnelles saines. On le dit toujours, mais je suis désolé, mais une personne qui a 1 ou 2 crédits consommation, ça passe pas au niveau bancaire. Donc en fait, il faut apprendre les règles du système bancaire pour pouvoir s'y conformer. On ne gagne pas contre le système bancaire. Oui, il est possible de gagner en trichant, éventuellement. Mais le problème, c'est quand on commence à tricher, par exemple, si on ne déclare pas certains biens, bon voilà, c'est que ça ne s'arrête jamais. Une fois que tu as commencé, quelques années après, tu te retrouves face à tes tricheries et soit tu continues comme ça, soit tu es bloqué, c'est compliqué.
Donc il faut assainir les finances personnelles. Après, je ne vais peut-être pas se mettre sur ton cas précis, parce que voilà, mais c'est ça. Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu plus de 1500 € de salaire. J'étais en CDI, bon, ça c'est vrai. Mais pourtant, j'ai réussi à me financer parce que mes finances étaient saines. Le banquier voyait qu'il n'y avait pas de risque. Et après, une fois que tu commences, il faut générer du cash flow. Si à chaque fois que tu fais un investissement, ça te rapporte l'équivalent d'un tiers, un quart en plus de ton salaire, le banquier ne peut que te suivre. Peut-être qu'il faudra espacer, mais il ne pourra que te suivre parce que tu lui auras démontré que tu es en capacité de générer de l'argent et que s'il te prête, tu vas encore plus gagner d'argent, donc il prend encore moins de risques. Voilà. Par là, là. Oui. Bonjour. Le lot que tu as acheté, en fait, c'est un lot de combien de box? 16 garages. Et d'accord. Et en fait, c'est mieux d'acheter en fait en ville, en sachant qu'on aura plus de chances de louer ces box-là, ou plutôt en périphérie ou plus éloigné. Chaque marché est différent. À Marseille et dans les grandes villes, très souvent en hypercentre, ça marche bien parce qu'on piétonise les quartiers, c'est assez difficile de circuler. Après, tu peux aussi acheter en périphérie. Imaginons qu'il y a des endroits où les automobilistes ont tendance à vouloir laisser leur véhicule pour après prendre les transports en commun, que les parkings relais sont saturés. Peut-être qu'il est intéressant d'investir dans cette partie-là. Il faut vraiment connaître son marché. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles strictes. Il faut vraiment t'intéresser à ton marché. Ouais. Par là. Là-bas, après. Bonjour. Ouais, après. Bonjour. Oui, j'ai suivi votre présentation. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour négocier une telle remise sur le prix. Alors, c'est assez simple. Depuis que je commence à investir, j'ai noué des liens avec les agents immobiliers. C'est-à-dire que j'ai acheté un premier truc chez eux, puis après, je leur ai permis de vendre. Donc, au fur et à mesure, il y a un retour de balles qui se fait. Donc, il faut créer un réseau. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça, c'était un peu exceptionnel. J'ai jamais fait un truc aussi gros au niveau des parkings. Avant, c'était déjà pas mal. Mais là, c'est vraiment... Ouais, c'est exceptionnel, on peut dire ça. Cette personne me l'a apporté sur un plateau parce qu'elle me faisait un retour d'ascenseur. Elle avait un super prix. Bon, c'était à 120 000 au début. Après, je l'ai un peu négocié à 104 000. Mais c'est le réseau. C'est le réseau. Mais attention, parce que très souvent, quand on dit ça, les gens se disent « Ouais, ben, il a un réseau, moi, j'ai pas de réseau. » Quand j'ai commencé, je n'avais pas de réseau. J'ai visité des biens, j'ai sympathisé avec des agents immobiliers, on a discuté. Je leur ai donné beaucoup de conseils. Je leur ai appris énormément de choses sur leur métier parce qu'ils pensent savoir tout, mais au final, pas forcément. Et à partir de là, ils vous rendent la balle. Donc il faut donner, donner, donner. Et comme tu sais que tu joues sur le long terme, tu vas recevoir après. Voilà. Par là, oui. J'aurais aimé savoir quel était l'intérêt en fait du déséquilibre pour la création de la SCI seule, 99% SASU et 1% personnes physiques. Alors moi, là c'est mon cas personnel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je fais rentrer de l'argent sur mon compte courant, je vais être imposé à, je sais pas, 41% minimum. Donc je voulais qu'il y ait le moins possible de détention en nom propre. Mais vis-à-vis de le jour où vous allez vouloir vous verser les dividendes, est-ce que ce déséquilibre ne sera pas un problème Alors, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis déjà rentier. Je gagne 10 000 € par mois, donc je vis avec ça. Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de développer un patrimoine énorme. Après, c'est sûr et certain, tu as raison. Quand tu te verses du salaire en France, quand tu te verses des dividendes, c'est imposé. Mais à l'heure actuelle, j'ai plus vraiment besoin de me verser de salaire. Donc, j'investis massivement par le biais de la holding. Juste en fait, j'ai peut-être pas été clair, c'est juste pour savoir le jour où vous allez vouloir vous verser des dividendes, vous pourrez tout vous verser à vous en tant que personne physique, malgré le fait que vous... Je suis le seul propriétaire de la SASU. Donc tout remonte vers la SASU. Je peux tout me verser, il n'y a que moi. Ok. Ouais, c'est-à-dire que ça répond ? Oui, oui. C'est parfait. Est-ce qu'il n'est pas trop compliqué de gérer, ou est-ce que tu as un système qui te permet de gérer par exemple 16 locataires pour 16 box chaque mois? Non, c'est pas compliqué. Déjà, premièrement, ça peut être délégué totalement, puisqu'une agence immobilière peut gérer des box sans souci, hein, c'est pas un problème. Après, il faut savoir que les locataires restent entre 2 et 3 ans. Donc imaginons
que tu as 36 box, tu vas avoir 1,3 départ par mois. C'est pas trop violent. Là-bas, apparemment. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans le cadre de la promotion, les box sont déjà construits ou tu as déjà construit des box sur les places? Non, ils sont déjà construits et l'intérêt, notamment dans ce que j'ai fait, c'est que le promoteur, quand il vient de construire, lui, il a des avantages fiscaux qui durent que 2 ans. Donc s'il ne vend pas vite, il va payer plus cher, notamment en TVA. Donc il a aussi intérêt à vendre vite. Et là, c'était vraiment une queue de programme. Ils commençaient à être un peu acculés, entre guillemets, même s'ils avaient gagné plus de 9 millions d'euros. Et ils voulaient vendre. Et qu'ils vendent 200 ou qu'ils vendent 100 000, c'était pareil pour eux. Ça ne change rien à leur bilan. Donc ils vendent. Et pour la rente, je me demandais pourquoi 5 000 euros, Alors, c'est une grosse somme. Ouais. Alors ça aussi, c'est empirique. J'ai remarqué que c'est cette somme-là qui permet au niveau de la banque, après, d'être bankable, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir continuer à emprunter. Les gens qui n'atteignent pas cette masse critique, en général, elles font ce que j'ai fait pendant un petit temps de mon parcours. Elles sont super contentes quand elles ont un certain nombre de biens immobiliers. Elles arrêtent de bosser. Et puis 6 mois après, elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent plus emprunter. Elles se remettent à bosser 1 an pour charger la barque bien comme il faut. Et après, elles s'arrêtent. Donc c'est le fait de pouvoir être bankable. C'est fini apparemment. Voilà. Écoutez, merci. J'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions. Yes. Clameur pour Romain. Merci. Merci Cédric. Du coup, tu leur as dit pour le livre? Oui, pour le bonus, bien sûr. On a fait un petit concours hier avec Romain, si vous voulez gagner son livre éventuellement, qui sera dédicacé par Romain. Ouais. Et toi? Ouais. Et du coup, simplement, il faut laisser un commentaire sous cette vidéo-là sur Facebook et on va tirer ça au sort demain avec Katie, entre autres. Et sinon, voilà, sur Amazon. Et disponible sur Amazon. Il faut lire, de toute façon, il faut lire. Donc, on dit tout le temps, il n'y a pas de livre sur l'immobilier en français, comment faire. Il y en a un nouveau.